analyse rapide sur la situation politique de notre pays. C'est vrai que depuis les élections municipales, là, le débat, chacun essaie de donner son avis, et c'est des avis qui sont respectés par tout le monde. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais moi, je reviens sur un point que j'ai toujours développé depuis la nuit des temps. Vous savez, en 2019, pour ceux qui suivaient l'autre journal, quand il s'était agi d'aller aux élections municipales, j'ai dit clairement que j'étais contre et que c'était un piège pour l'opposition. Bon, vous savez, quand vous dites quelque chose et que les gens ne sont pas... Et les gens pensent que ça touche leur leader, tout le monde tombe sur vous, les gens vous insultent, les gens vous traitent de tout le monde d'oiseau parce que les gens pensent que, bon, un journaliste, c'est ce qui doit venir faire une analyse pour supporter tel ou tel leader. On n'a rien à foutre de vos leaders. Le journaliste fait une analyse dépassionnée, dépersonnalisée de la situation. Il fait une analyse à charge et à décharge. Donc, j'avais dit que cette histoire d'élection municipale, que l'Allemagne essayait d'imposer au Togo et que le pouvoir n'a pas accepté de le faire de façon démocratique parce que le pouvoir ne voulait pas vraiment faire la décentralisation. C'était un piège. Et j'ai dit qu'une dictature ne se décentralise pas. C'est un principe connu. La dictature, par principe, est un pouvoir centralisé. Donc, on ne décentralise pas une dictature. Et donc, croire que le système va accepter, céder une partie du pouvoir ou je ne sais pas quoi, vous vous trompez. Ils vont faire semblant de faire le jeu, mais après, ils vont recentrer tout. Donc, j'ai passé tout le temps à dire une dictature ne se décentralise pas. Bon, ceux qui devaient me brocarder m'ont brocardé, ceux qui devaient m'insulter m'ont insulté, mais le journaliste ne tient pas compte de ça. Le journaliste, s'il est convaincu de ce qu'il dit, il continue de faire son analyse. Pourquoi je l'avais dit à l'époque? J'étais parti en 2012 travailler au Cameroun. J'étais dans un groupe d'experts, on a évalué quelques projets au Cameroun, je suis allé 3 fois. Et dans un groupe des experts dans lequel j'étais, il y avait une analyse qui se faisait sur la manière dont Paul Biya a piégé la classe politique camerounaise par rapport à la décentralisation. Et ce qui a été fait au Togo avait déjà été fait au Cameroun. Les gens sont arrivés au Cameroun, des experts, ils ont dit, voilà, ils ont dit à l'opposition, c'est difficile de déboulonner Paul Biya. Et donc, comme c'est difficile de déboulonner Paul Biya, on va mettre la pression sur Paul Biya pour qu'il fasse des élections municipales. Vous allez participer et prendre quelques mairies, et avec le temps, vous allez gagner de l'espace pour prendre le pouvoir. Paul Biya dit, il n'y a pas de souci. Et ils ont organisé les élections municipales au Cameroun. Ils ont laissé l'opposition prendre quelques petites villes. Et au bout de quelques années, on a arrêté certains pour malversation, on a sauté d'autres, on a dégagé d'autres des mairies, et le parti de Paul Biya a repris un à un toutes ces villes-là et a repris le contrôle de la situation. Et donc, la décentralisation au Cameroun, telle que les partenaires l'avaient voulu, Paul Biya l'a dérouté de ses objectifs premiers et a toujours gardé le contrôle du pouvoir central. Et donc, les partenaires se sont rendus compte que ça a été un échec. Et c'est le même truc qu'ils voulaient faire au Togo, en disant aux gens, puisque vous avez des difficultés à renverser Faure Gnassingbé, il faut aller à la décentralisation, vous allez prendre quelques mairies, et après vous allez affaiblir le pouvoir, ça va vous permettre de gérer, et puis après vous allez prendre le contrôle du pays. 6 ans après, aujourd'hui, aux deuxièmes élections, on se rend compte que, effectivement, le pouvoir n'a jamais voulu décentraliser les prérogatives. Il y a des gens qui ont eu des mairies, mais qui n'ont jamais eu l'opportunité de faire quoi que ce soit, tellement ils étaient encadrés par le ministère de l'administration territoriale, les préfets. Vous avez vu la dernière fois, la note de service que le ministre de l'administration territoriale a sortie au lendemain juste des élections municipales, en disant que les maires ne sont pas autorisés à engager un certain nombre de dépenses et à prendre des actes pendant cette période de transition. Les députés qui étaient en fait de mandat ont pu modifier la Constitution, mais les maires
n'ont pas le droit d'engager quelques dépenses que ce soit. Et cette note-là nous renvoie à l'image d'un maître qui parle à ces sujets. Le ton même que le ministre de l'administration territoriale a employé. Généralement, quand vous lisez les notes de service ou les communiqués que le ministre de l'administration territoriale sort par rapport aux maires, il leur parle comme ses employés. Il leur parle comme ses subordonnés. Il leur parle d'un ton sentencieux. C'est-à-dire, je suis le chef, je vous rappelle les dispositions, vous devez vous conformer, point barre. Et donc, ce courrier-là, cette note de service, nous montre toutes les difficultés des mairies ou des maires qui ont été élus à travailler. La preuve, les gens n'ont même pas pu changer les noms des rues. En plein processus de décentralisation, on a récupéré même les prérogatives de certains maires. On a modifié la loi. En plein processus de décentralisation, on a modifié les lois pour empêcher certains maires de travailler. Donc tout ça nous renvoie à l'idée du départ, comme quoi une dictature ne se décentralise pas. La dictature, par principe, est un pouvoir centralisé, ultra centralisé. La dictature ne se décentralise pas. Après, il y a des gens qui ont fait le choix d'y aller. Je ne fais pas cette analyse pour les condamner. Ils ont voulu faire leur expérience. Et ils sont allés. Chacun peut apprécier les résultats qu'ils ont eus par rapport au mandat de 6 ans qu'ils ont fait. Et selon les moyens qu'on leur a donnés. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, avec les élections municipales qui viennent de se dérouler, on a vu que le régime est en train de récupérer tout. Même les peu qui restaient là, ils sont en train de récupérer tout. Conclusion, cette décentralisation est un marché de dupes. Mais là où c'est extrêmement grave, non seulement c'est un marché de dupes, mais elle a participé à affaiblir la classe politique. Et je l'ai analysé aussi à plusieurs reprises. À partir du moment où vous dites que c'est un régime de dictature, à partir du moment où vous dites que c'est une tyrannie, à partir du moment où vous dites que c'est un régime autocratique, et que vous partagez d'une manière ou d'une autre un espace de gestion du pays avec eux, vous vous affaiblissez. Parce qu'à un moment donné, pour faire débloquer certaines situations, vous êtes obligé de concéder, d'aller discuter avec eux. La proximité avec eux enlève votre capacité à les contester. Puisque vous êtes avec eux dans les conseils municipaux, c'est ça, non? Les conseils municipaux, vous êtes avec eux, les conseils municipaux, vous frottez avec eux, vous causez avec eux. Il y a une certaine familiarité qui s'installe entre vous. Et vous oubliez même que vous les combattez. Vous oubliez même que vous les combattez. Parce que la proximité que vous avez avec eux, le fait de passer tous les jours avec eux, vous avez des dossiers que vous voulez faire passer au ministère des Finances, vous êtes obligé parfois de mettre de l'eau dans votre vin. Et donc, cette proximité avec le pouvoir, pendant des années, a amené l'opposition à ne plus combattre le pouvoir avec la même radicalité. Et ça a affaibli la classe politique. Quand on le dit, on ne le dit pas parce qu'on le dit particulièrement pour un parti politique, on le dit pour l'ensemble de la classe politique. C'est comme vous avez un corps qui est cancéreux. Vous avez un organe qui a le cancer. Au lieu d'extirper le cancer, vous décidez d'aller collaborer avec l'organe. Quand le cancer va se métastaser, ça va vous toucher, ça va vous contaminer. Ça va vous contaminer. Le cancer va vous contaminer. Et donc, à un moment donné, vous serez bien obligé, pour certaines réalités de la gestion du pouvoir, de faire des concessions avec eux, de discuter avec eux pour faire passer certains dossiers. Et eux, ils vont tenir des éléments contre vous. Et c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, le pouvoir savait qu'il n'allait jamais faire la décentralisation. Même les Allemands qui ont financé la décentralisation, ils sont déçus, mais ils ne le disent pas publiquement. Parce qu'ils avaient cru au départ. Ford avait dit, oui, il n'y a pas de problème, que nous allons faire la décentralisation. L'Allemagne a dit, d'accord, on met les moyens. Mais quand le pouvoir a refusé que les lois donnent tous les pouvoirs aux maires pour pouvoir gérer leur commune, parce que les maires ont des pouvoirs très limités. Il y a des choses qu'ils ne peuvent même pas faire.
Ils sont cantonnés juste à ramasser, je ne sais pas, les ordures, je sais pas, à gérer quelques petits... ça. Mais ils n'ont pas véritablement de pouvoir. À chaque fois qu'un maire doit faire quelque chose, il faut que le ministre de l'administration territoriale appose sa signature. Ou le préfet appose sa signature. Tout ça n'a pas permis aux maires véritablement de travailler et d'exprimer la vision qu'ils avaient, le projet qu'ils avaient, les programmes qu'ils avaient. Ceux qui ont pu faire quelque chose, ils l'ont fait, peut-être qu'ils avaient des moyens, ils se sont battus pour faire quelque chose. Mais en termes d'affaiblissement du pouvoir, ça n'a pas contribué à affaiblir le pouvoir, au contraire. Au contraire. Donc, cette histoire de décentralisation, moi je l'avais dit, et je continue de dire ce que je pense, que c'était un piège. Mais bon, nous on n'est pas des hommes politiques, ce sont les hommes politiques qui décident d'aller ou de ne pas aller. Les gens ont décidé d'aller, on ne va pas les condamner pour ça. Mais eux-mêmes, s'ils font le point aujourd'hui, ils verront s'ils ont gagné ou ils ont perdu. Chacun a chacun peut donner son avis. Mais c'était un gros piège. Et les gens sont tombés dedans. Et voilà. Maintenant, pour la classe politique, là aussi, il y a un autre débat. Et moi, je l'ai toujours dit, le fonctionnement des partis politiques dans notre pays, le système partisan, il faut le revoir. Parce que les partis politiques dans notre pays fonctionnent comme des entreprises privées. Et sont fondamentalement marqués par le mythe du président fondateur. Et le mythe du président fondateur a été décrit dans plusieurs ouvrages, que ce soit au Cameroun, en Afrique centrale, partout. Le mythe du président fondateur. Parce que c'est lui qui a fondé le parti, c'est lui qui doit décider de tout. Quand vous prenez la majorité des partis politiques qui sont partis à la conférence nationale, les 5 premiers partis politiques, les plus connus, 5 ou 6, l'UFC, le CAR, le PDR, l'UTD, a dit, UFC, CAR, PDR, UTD, a dit, UFC, CAR, PDR, UTD a dit, je pense. Non, CDPA aussi, voilà, au moins les 6 partis politiques. Ces 6 partis politiques qui étaient les plus connus dans les années 90, 92, tout ça. Chacun de ces partis politiques ou de son leader a connu sa gloire en politique. Ninevi a connu sa gloire en politique pendant le Code 2. Et d'un code pareil. En 93-94, Agboibo et Ninevi ont connu leur période de gloire. En 2000, en 98 jusqu'en 2005, l'UFC a connu sa période de gloire. De 2010 à 2020, l'ANC a connu sa période de gloire. Le PNP a connu sa période de gloire. Adi aussi a connu sa période de gloire. Chaque parti politique, tel que je viens de les citer, le peuple leur a fait confiance. Chacun a connu sa période de gloire. Après ce que les gens en ont fait, c'est un autre débat. Mais tous ces partis politiques ont été portés par les Togolais, d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas dans la même intensité, mais les gens les ont portés. La DMK après. Mais vous allez constater que la gestion auto-centrée de ces partis politiques-là, autour du leader fondateur qui doit décider de tout, on fait que ces partis politiques se sont éclatés en petits partis. Quand vous prenez l'UFC, de l'UFC, elle est au moins une demi-douzaine de partis politiques. Moi, j'ai milité dans l'UFC. D'ailleurs, j'ai retrouvé beaucoup d'archives que je vais partager avec vous la prochaine fois. Et quand moi, on était dans l'UFC, le seul slogan qui passe, c'est que c'est faux, faux et blanc. Une fois que c'est faux qui en a parlé, tout le monde se tait, faux et blanc. Faux qu'il est blanc. Tout le monde se tait. C'est ça. Il n'y a pas véritablement de débat contradictoire, de débat, de courant, d'idées, tout ça. Donc, c'est faux Guil qui a parlé, tout le monde se tait. Au cas, Maître Blanc, c'est Maître qui a parlé, tout le monde se tait. UTD, tout ça, il y avait peut-être un peu de débat, mais bon, je ne savais pas trop. PDR, tout ça. Donc, le fait qu'à l'intérieur de ces partis politiques, il n'y avait véritablement pas de débat, mais c'est le président fondateur qui décide de tout, ça a participé à affaiblir ces partis, à les éclater. Parce que, à un moment donné, tous ceux qui ne sont plus d'accord avec le chef, on les excluait. On disait soit ils étaient des traîtres, ou bien c'est des gens qui sont des faux, on les envoie ailleurs. Et ils vont créer aussi leur parti politique. Donc, quand vous prenez l'UFC, par exemple, au moins une demi-douzaine de partis politiques sont nés de l'UFC, on peut les citer.